Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup de dégâts dans l'écosystème du SaaS, le vibe coding. Qu'est-ce que j'appelle le vibe coding? Ou plus indirectement, les vibe codeurs. Donc ce sont des personnes qui ne sont pas développeurs, qui n'ont pas les compétences tout simplement de développeurs, mais qui se mettent à vendre leurs services de développement et ça sans prévenir leurs clients. Attention, je précise tout de suite, il existe de très bons vibe codeurs. On ne met pas tout le monde dans le même panier. Il y en a qui apprennent très vite et d'autres qui font même vérifier leur code par des experts ou par des développeurs confirmés. Ça, c'est une certitude. Ce n'est pas le fait d'apprendre à coder qui pose vraiment problème dans cette situation en tout cas là. Le problème, c'est quand on vend un service dont on n'a pas les compétences et ça sans en informer son client final, au risque même de mettre certains projets, ou en tout cas le projet du client, en péril. C'est pourquoi, dans cette vidéo, on va voir ensemble, j'ai pris mes petites notes, pourquoi le vibe coding peut devenir un vrai problème. On va voir aussi des témoignages de ceux qui ont subi malheureusement ce genre d'arnaque, on peut le qualifier ainsi. Mon avis en tant que développeur depuis plus de 15 ans sur le sujet, et surtout, mes amis, surtout, comment se prémunir, vous en tant que porteur de projet SaaS, non-tech ou tech, comment se prémunir et avoir de la vision et se protéger dans ce genre de situation. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du coup de vibe coding. Donc on va faire un petit fast cam. J'ai pris mes notes pour éviter que, comme d'habitude, je parte un petit peu dans tous les sens. Donc on a une trame, hein. Je m'améliore, on se professionnalise et on va suivre une petite trame pour essayer comme de cadrer les choses et que du coup je réponde à tous les points que j'évoquais dans l'introduction. Alors la première chose du coup c'est le constat. Le problème actuel des vibe codeurs et du coup je vais vous présenter, vous exposer un petit peu pourquoi et c'est quoi le problème aujourd'hui avec les vibe codeurs. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas ce que c'est le vibe coding, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le contexte engineering versus le vibe coding pour dégrossir tout ça. Mais comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est simple. Un vibe codeur, c'est quelqu'un qui n'a tout simplement qui n'est pas développeur et qui va du coup utiliser des outils comme Bolt, Lovable et j'en passe pour tout simplement parler avec du langage naturel humain comme je vous parle actuellement, pour demander à l'application, tiens, fais-moi une superbe to-do list pour que je puisse faire mes courses, etc. En Flutter. Voilà, un exemple tout bête. Et la différence, petite nuance, c'est qu'un développeur qui utilise le vibe coding, parce qu'il pourrait très bien utiliser, ça ne me rend pas pour moi comme un vibe codeur, parce qu'il pourra du coup venir contrecarrer ou venir combler les lacunes que n'a pas un vibe codeur qui n'est pas développeur. Si moi demain j'utilise un outil comme Lovable en vibe coding, donc tout simplement en promptant tout simplement mes demandes, c'est pas vraiment à mes yeux du vibe coding, dans le sens où oui, je vais prompter pour avoir un résultat, mais vu que j'ai l'expérience et que je suis développeur, je serai du coup pallié aux problèmes que évoque et qu'on va avoir, qui sont induits aux personnes qui n'ont pas les compétences de développement. Donc voilà un petit peu le contexte et une petite piqûre de rappel pour ceux qui découvriraient cette tendance. Bon, entre guillemets, du coup, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le vibe codeur en tant que personne qui pose problème. Comme je le disais, il y a des très bons vibe codeurs qui font très bien leur travail, qui aiment apprendre, qui commencent à apprendre le code, qui découvrent, etc. et qui savent très bien qu'il y a des contraintes et tout, et qui vont creuser, etc., etc., etc. Ça, c'est pas un problème. Le vrai problème, c'est que c'est le vibe coding qui est vendu en tant que développement. Et là, normalement, si vous êtes en gros un peu au fait, fondateur tech, ou vous êtes un petit peu dans le domaine du SaaS, etc., ou de la tech, ça devrait tilter et vous dire, ouais, bon, le mec, c'est vrai qu'il est pas du métier, mais il vend quand même ses services parce qu'il a un outil qui lui permet de faire semblant ou de simuler, ou il lui donne peut-être l'illusion, peut-être que c'est vraiment même personnel, donne l'impression qu'il sait coder parce que il arrive à délivrer quelque chose. Alors, encore une fois, moi je le rappelle ma position par rapport au vibe coding, il n'y a pas de souci. Le vibe coding, c'est des très bons outils, c'est très puissant, et je pense même que dans l'avenir, effectivement, peut-être qu'il n'y aura même pas besoin de savoir coder, vu que l'IA sera tellement puissante qu'on n'aura pas besoin de contexte, etc., qu'on prendra à force d'être nourri, tout ça. Mais ça fera l'objet d'un autre sujet. C'est ok. Mais aujourd'hui, malheureusement, au moment où on se parle, du coup, en décembre 2025, ça a encore beaucoup de lacunes et ça crée encore pas mal de problèmes. Bon, on va se refocus.
Moi, le problème, l'arnaque, ce qui me dérange, c'est qu'en gros, je suis vibe codeur, donc pas développeur, mais je propose mes services de développement à un client, à un prestataire qui me dit, tiens, j'ai besoin de développer un SaaS, je sais pas, moi, qui permet en gros de trouver les meilleurs billets de train, par exemple. Ok, est-ce que tu peux me le faire? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le mec dit oui, bien sûr, c'est juste un vibe codeur qui va aller sur Lovable et délivrer quelque chose à son client final qui peut-être correspond en vitrine à sa demande, mais on va le voir très rapidement que il y a des choses qui ne vont pas. D'accord? Ok, donc. Alors, le problème, c'est déjà l'approche. En tant que vibe codeur qui se vendent développeurs, et pourquoi ça fonctionne, c'est qu'en fin de compte, beaucoup de fondateurs non-tech se font, on va dire, séduire par les vibe codeurs. Parce qu'un vibe codeur, vu pour moi, le vibe coding, c'était un outil de marketing à la base, et c'est vrai que c'est des gens qui ont soit des compétences très nettes en marketing, en acquisition, etc. Ils savent y faire. Ça, on ne remet pas en cause leurs compétences. Mais c'est plus le fait que un bon discours commercial, ils sont à l'aise du coup, vu qu'ils sont à l'aise avec le commercial, etc. Ils sont à l'aise à l'oral, ils arrivent à vendre les services. C'est des bons vendeurs, tout simplement. C'est des bons vendeurs. Donc du coup, déjà, quand vous le savez très bien, quand vous êtes en contact avec quelqu'un, quand le feeling il passe bien, la personne elle est à l'aise, elle sait ce qu'elle dit, etc. Ça donne tout de suite un sentiment de confiance et du coup, c'est là qu'on commence un peu, la séduction commence à agir et du coup, on commence à baisser les barrières et à être un peu moins attentif aux points clés qu'on va voir juste après. Mais quelqu'un qui a l'air à l'aise avec un ordinateur n'est pas forcément expert ou n'a pas forcément les compétences. Voilà, ça c'est un peu pour présenter un petit peu le problème actuel. Mais derrière tout ça, c'est le problème du coup du webcodeur qui se fait démasquer. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont pas. Et je vous afficherai à l'écran les points clés pour moi que je vais identifier, mais je vais vous afficher maintenant d'ailleurs. Il y a du coup la maîtrise des bases du code. Effectivement, vu que ce ne sont pas des développeurs, ils n'ont pas des compétences en développement, donc ils ne maîtrisent pas ce qu'ils font. L'IA génère des choses, mais ils n'ont pas la vision, les compétences pour contredire, améliorer ou peut-être, en gros, tout simplement détecter les problèmes qui ont été générés par l'IA. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on a un point un peu plus global, parce que c'est vrai que quand on parle de ça englobe beaucoup de choses, beaucoup de domaines, mais au niveau de l'architecture, c'est vrai que l'ensemble du projet, en général, les applications type Lovable, Bolt, etc., sont très à l'aise et sont très bonnes pour, en fait, dans un écosystème TypeScript. Donc souvent, 90% du temps, vous allez voir des projets avec du Next.js qui va sortir, avec du React en front, etc. Des stacks vraiment très classiques, faciles à mettre en place pour des raisons qu'on n'évoquera pas ici, qu'on ne va pas rentrer dans le vif du sujet. Mais voilà, vous pouvez aussi avoir du Next.js, mais vraiment un environnement TypeScript qui est facile à délivrer, parce qu'en plus, on n'a pas besoin, comme un petit peu moins de PHP, d'avoir un serveur qui tourne derrière pour faire tout ça. Tout est généré à la volée et ça fonctionne très bien. Et l'IA est vachement bien entraînée sur ce genre de stack. Donc souvent c'est ça. Mais l'architecture, ils la comprennent pas. Ça génère un projet Next.js. Vous parlez à un vibe codeur de c'est quoi la différence entre une application Next.js avec les routes, est-ce que le add folder est intéressant, qu'est-ce que je fais au niveau du SSR, tout ça, ça va commencer à bégayer un petit peu, et là on va commencer à se dire bon, l'architecture, tu la connais pas, tu comprends pas ce que tu fais, et c'est ça le cœur du problème, vous allez le voir. Ensuite, on a le classique, les procédures de sécurité. On sait bien que si on ne maîtrise pas l'architecture, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment les composants ou le workflow ou les couches communiquent entre elles. On se doute bien que derrière, au niveau de sécurité, si on ne sait pas comment la donnée transitionne entre les différents éléments de mes couches de mon application, c'est que derrière, on sait très bien qu'on n'aura pas de notion de sécurité. Ça, c'est quasiment une certitude. Ensuite, au niveau de la scalabilité, parce que l'application sur les Lovable, etc., effectivement, on lance comme ça, mais pour moi, à mes yeux, le no-code et en tout cas le vibe coding, on reste sur des applications MVP très basiques, etc., des choses qui sont simples, mais qui ne sont pas là pour soit passer à la production comme ça, sortie du cocon, ou en tout cas qui ne sont pas scalables. Donc la scalabilité, ils n'ont pas de notion. Comment je vais évoluer? Comment je vais pouvoir faire? Est-ce que je vais faire du coup une montée en charge de mes serveurs? Il y a toute cette notion de scalabilité, ils ne l'ont pas, ils ne la comprennent pas, parce que on fait encore un pas en arrière. Ils ne savent pas comment l'architecture fonctionne. Donc, qu'est-ce qui va se passer si j'ai 2000 utilisateurs d'un coup? Sur quelle métrique je vais devoir focus? Est-ce que tu auras assez de ressources? Voilà, on ne sait pas. Ils ne le savent pas en tout cas.
Et ensuite, bien entendu, si on ne sait pas faire tout ça, le bas qui blesse, c'est du coup le maintien de l'application. Vous avez créé quelque chose que vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème? Je dois changer quelque chose, je dois faire évoluer. Je vais redemander à Bolt ou à Lovable. Et là, dans ce cas de figure, en général, quand vous avez une codebase qui commence à devenir intéressante, conséquente plutôt, je dirais, si vous l'avez déjà testé, vous savez très bien que ça commence un petit peu à bugger, à bégayer. C'est pas très, il n'y a pas beaucoup comment dirais-je, de consistance. Voilà, c'est le mot que je cherchais, de consistance sur le code. Donc déjà, tous ces items-là, il ne pourra pas les gérer et c'est déjà assez de points que j'ai évoqués, qui étaient un peu trop longs d'ailleurs, pour que vous puissiez vous dire, ok, j'avoue que bon, rien que ces points-là, ça suffit, c'est un no-go normalement pour pouvoir du coup proposer une application, en tout cas vendre ses services d'application à un client. Je nuance les propos, mes amis, ne me tombez pas dessus. Le vibe coding, c'est très bien, vous pouvez l'utiliser pour ce que vous voulez à titre personnel, mais vous ne devez pas vendre vos services en tant que développeur si vous faites du vibe coding. En tout cas, moi, c'est ma position par rapport à ça. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires tout de suite, déjà pour cette première partie, et à savoir du coup, si on est à peu près équilibré, on a les mêmes neurones qui se connectent. Alors, la différence du coup maintenant entre le vibe coder, parce que du coup j'ai vu les points faibles, mais finalement, qu'est-ce que va savoir faire un développeur? Parce que dire, ok, mais alors c'est quoi la différence finalement? Le développeur, qu'est-ce qui va m'apporter de plus? Pourquoi je devrais faire appel à un développeur? Pourquoi je ne peux pas vibe coder tout simplement? Pourquoi je ne peux pas vendre sans avoir les compétences? Bon, déjà dans la phrase, il y a un truc qui devrait vous choquer, mais admettons. Au niveau de ce que va pouvoir faire un développeur, j'ai noté quoi? La dette technique, comment ça va se passer quand j'ai du code legacy qui commence un peu à vieillir, ou qu'en gros j'ai fait des choses un petit peu comme ça vite fait, mais qu'en gros ça va s'accumuler du vite fait sur du vite fait sur du vite fait, c'est ce qu'on appelle la dette technique, on va dire ça pour résumer clairement. La qualité du code, à la limite la qualité du code, je vais mettre un demi-doigt sur la qualité du code parce que je pense qu'aujourd'hui l'IA pourrait arriver à générer du code aussi qualitatif qu'un développeur comme moi. Ça c'est pas un problème. Mais faut-il en gros avoir l'œil pour savoir si le code est qualitatif? Vous l'aurez bien compris. La structure du projet, on en parlait, ça, un développeur va pouvoir y réfléchir, y penser. L'architecture, on en parlait. Tout ce qui est au niveau des dépendances, la documentation, les tests techniques, et surtout, un développeur, un bon développeur, en tout cas qui connaît son métier, qui connaît les contraintes et les limites. Moi, j'aime bien dire que tout est faisable, une seule limite, c'est l'imagination. Mais dans la réalité, il y a quand même un développeur doit pouvoir et doit savoir dire non, ça ce n'est pas possible, non ce n'est pas possible parce que un tel ou un tel, non c'est pas possible, mais par contre on peut faire ça comme ça. Vous voyez, cette vision vraiment chef de projet, cette vision globale, parce qu'il sait qu'il a soit déjà eu l'expérience sur ce genre il a déjà eu ces problématiques, donc il sait que c'est pas possible, soit il sait qu'il va y avoir des contraintes techniques trop fortes par rapport à la valeur ajoutée de la feature par exemple. Tout ça, c'est ce qu'un développeur vous apporte et pourra vous apporter, et ce qui fait la différence avec quelqu'un qui ne maîtrise pas tout simplement le développement. Petite parenthèse rapide, si tu veux intégrer l'IA dans ton SaaS, mais de façon vraiment utile, que ce soit dans ton produit ou dans ton process de développement, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. On t'offre un diagnostic stratégique 100% offert. Tu viens avec ton projet, on t'aide à identifier les bons leviers IA, sans complexité, et ça que tu bosses avec nous ou pas par la suite. Et du coup, pour en revenir au Vibe Coder, le souci du coup par rapport à ce qu'on a vu avant et maintenant, c'est qu'effectivement, lui, il ne connaît pas, versus le développeur, il ne connaît pas toutes les notions que je viens de vous évoquer. Il va s'appuyer sur l'IA, du coup, le Lovable du vibe coding, pour comprendre ce qu'il génère. Parce que, à la limite, il pourrait faire la réflexion, ok, j'ai généré ça, peux-tu m'expliquer ça? Il pourrait faire cette démarche-là, c'est pas de souci, mais il va demander encore une fois à l'IA. Ce n'est pas une compétence personnelle, il se repose 100% sur l'IA, sur tout ce qu'il fait, vu qu'il ne sait pas coder, tout simplement. On va copier-coller des bouts de code, etc. et tout. Alors certains me diront, ah Timothée, t'es un peu hypocrite, parce que même à l'époque, on avait Stack Overflow, c'est vrai que nous aussi, on avait des fonctions, on voulait pas se faire chier, on prenait des bouts de fonctions, etc. Oui, c'est sûr, mais la fonction, on la prend parce qu'elle est déjà faite, et c'est ridicule de réinventer la roue, ça c'est le propre problème du développeur, c'est d'être feignant et de ne pas réinventer la roue, mais on savait pourquoi on l'intégrait, ce qu'elle faisait, à quoi elle servait, et au pire des cas, on pouvait l'adapter à notre besoin, à notre cas spécifique. Et ça, c'est une vraie différence. Il va livrer du coup un résultat qui va être impossible à maintenir, comme on l'a vu. Et surtout, le vrai problème, c'est qu'il va jamais dire qu'il ne sait pas développer. Et donc, ça va entretenir cette sorte de relation de mensonge. Alors, mensonge direct ou par omission, peu importe, un mensonge reste un mensonge. Vous pouvez l'amener comme vous voulez. Je ne sais pas si ça fera jurisprudence un jour si on a un cas d'école avec un vibe coder qui a menti à un de ses clients, mais on le verra à la fin qu'on peut se protéger contre ça.
Donc, le résultat, tout ça, pour le client, pour vous, potentiellement, qui êtes porteur de projet, ou pour les différents cas qu'on va voir juste après, et même pour n'importe qui de mes propres clients qui ont subi ça, j'en ai eu qu'un pour l'instant, donc ça va, c'est pas encore une gangrène, on peut arrêter l'hémorragie. Le résultat pour le client, ça va être quoi? Une perte de budget net. Parce qu'en gros, il a payé 5, 6, 7 000 euros. Parce que oui, bien entendu, les vibe codeurs qui sont passés par les développeurs ont des prix des TJM qui sont exorbitants de 500 TJM par jour. Donc ils se mettent au même niveau qu'un développeur senior pour vendre des services qu'ils ne maîtrisent pas. Vous allez voir, ça va aller très loin, ça va aller trop loin. Donc une perte de budget, je disais, une perte de temps, un SaaS ou une application qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne mal, en tout cas, donc en gros, ça c'est dans le meilleur des mondes, en gros, il a réussi à livrer quelque chose de stable. Et parfois, du coup, le client final se voit dans l'obligation de tout recommencer, tout son produit. Donc CQFD, perte de gens, perte de temps, perte d'argent, perte de motivation, tout ce que vous voulez, c'est une catastrophe. On enchaîne du coup avec la partie numéro 2, les témoignages. Alors, pour les témoignages, ce que je vais faire, c'est qu'en gros, il y a plein de vidéos qui pullulent sur les réseaux sociaux qui parlent effectivement du vibe coding et de ces cas de figure d'arnaque. Donc moi, je vais pas toutes les voler, on va pas toutes les regarder ensemble, il y en a tellement. Je vais vous mettre tout de suite un extrait de la vidéo du coup que j'ai trouvé sur TikTok. Je vous mettrai en embed. On la regarde ensemble. Je vous mets un extrait de à peu près 1 minute pour que vous compreniez le contexte, etc. On est sur du conditionnel, on ne connaît pas toute l'histoire. On regarde ce témoignage-là et je vous reprends tout de suite. Je suis entrepreneur, je développe mon SaaS et j'ai fait confiance à la mauvaise personne. Aujourd'hui, ça me coûte des milliers d'euros. Je vous préviens par avance, je vais essayer de faire court, mais il faut que vous compreniez. Donc cette vidéo, elle risque d'être un petit peu longue. Et c'est plutôt un témoignage que juste une petite vidéo rapide. Juste pour contextualiser, je suis consultante en cybersécurité. Mon SaaS est un logiciel de cybersécurité que je vais vendre aux entreprises. Il devait initialement sortir le 1er septembre et nous sommes le 11 novembre et je suis très loin du compte. Cette personne à qui j'ai fait confiance, c'était mon développeur. Je suis ce qu'on appelle une fondatrice non technique. Donc en gros, je ne code pas moi-même. J'ai donc fait appel à un développeur. J'avais vu différents développeurs à l'époque, il y a 1 an quand j'ai commencé à lancer le projet. Et c'était avec lui que la vibe avait le plus matché, on va dire. Et j'avais l'impression qu'il comprenait vraiment les tenants et aboutissants et la vision que j'avais pour ce SaaS. Elle n'a pas été ma surprise quand il y a 2 mois, après avoir fait relire le code par un autre développeur pour un projet futur, de me rendre compte qu'il y avait plein de failles de sécurité et qu'en fait, en creusant, j'ai appris qu'il ne développait pas, mais qu'il promptait dans le Vibe. Il faisait du coup ce qu'on appelle du vibe coding. Donc voilà, le constat est clair. Du coup, cette personne a subi une arnaque comme on évoque depuis le début, du coup, au niveau du vibe coding. Donc, elle le dit clairement. Au début, elle est du coup fondatrice non-tech. Donc, un profil qui revient très souvent dans le monde du SaaS et des applications. Elle est spécialisée dans la cybersécurité. Elle a fait appel à la base à un développeur, ou en tout cas, elle voulait faire appel à un développeur pour créer du coup son application dans la cybersécurité. Alors, je ne sais pas ce que c'est l'application, on s'en fout. Elle fait appel à quelqu'un et du coup le premier rendez-vous se passe le rendez-vous se passe bien et elle le dit elle-même, le feeling est bien passé. Et du coup, référence à ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est qu'en gros, les vibe codeurs, en général, les profils non-tech, ils ont certainement ces gens-là d'autres compétences. Et je vous l'ai dit, c'est des commerciaux, en marketing ils sont bons, etc. Donc en gros, au niveau de l'apparence, dans le rendez-vous, ça blablate fort, ça fait beaucoup de choses, ça noie le poisson, ça remue de la queue quand c'est content, mais finalement, dans le fond, il n'y avait pas grand-chose. Mais elle a eu un bon feeling. Du coup, encore une fois, il savait, cette personne-là, en tout cas la personne, l'arnaqueur, on va l'appeler, a réussi en tout cas à la convaincre que c'était un développeur et qu'il savait faire ça, et le feeling est passé, donc ils ont décidé d'avancer ensemble. Bon. Finalement, heureusement que cette personne-là, du coup, étant dans la cybersécurité, avait apparemment un autre projet. Et au moment, du coup, de récupérer le projet, elle s'est aperçue qu'en finalement, le projet a été fait sur Lovable. Alors déjà, je n'arrive même pas à savoir à quel moment, en gros, parce qu'elle parle d'avoir les accès à Lovable, donc le mec est même pas assez intelligent pour exporter l'application, ou peut-être qu'il n'avait pas les compétences, pour exporter l'application, la mettre sur un serveur, pour essayer au moins de faire semblant qu'en gros, de maquiller le truc. Mais non, elle a eu des accès à Lovable, bon, apparemment, elle parle qu'il dit qu'il y avait des erreurs critiques, etc. Bon, à la limite, ça c'est pas... Ça pourrait être un truc qui serait pardonnable, mais du coup, elle a démasqué du coup l'imposture. La personne n'était pas développeuse, mais était bien du coup un vibe codeur qui avait fait l'ensemble de sa prestation en vibe coding.
Et ça, sans prévenir, du coup, le client final. Et forcément, vous doutez bien que s'il ne l'a pas prévenu, c'est qu'on sait très bien, vous et moi, que si elle lui avait dit, voici l'arnaqueur avait dit, je fais du vibe coding, mais t'inquiète, je vais gérer ton projet, 90% de chances que cette personne-là, du coup la victime, dise non, non, écoute, je préfère faire appel à un autre développeur. Mais le pire, c'est qu'elle a payé ça à des coûts assez forts. Quoi. Je crois qu'elle a payé, on était sur des TGM, quand je dis au début de la vidéo, des TGM à 500 balles. Mais je me dis, le mec, au pire des cas, t'as fait payer, t'as menti à un client, tu lui fais payer une application, machin, etc., un SaaS, tu ne le développes pas, t'as même pas l'intelligence. Que moi, je me suis imaginé à sa place. Et un instant, je me suis dit, c'est comme je suis un hacker en vrai. Je pourrais faire du vibe coding, moi. J'arrive, je prends des projets, etc., toc, machin, etc. Mais même pas. Il a eu, en me mettant à sa place, je fais, attends, je prends un jour, je facture une journée en plus. On va se mettre dans l'esprit du méchant. Je facture une journée en plus. 500 balles. Je prends un développeur, médior ou bientôt senior. Tiens, tu peux me prendre une journée pour faire une audit de mon application, pour voir s'il n'y a pas de problème de faille de sécurité, etc. Il aurait fait, ne serait-ce que ça, on n'aurait même pas eu ce TikTok, je pense. Parce que peut-être qu'il aurait dit à l'IA, il aurait balancé tous les retours d'audit à l'IA, tiens, corrige-moi ça, et ça se trouve, ça aurait fonctionné. La supercherie aurait pu continuer, mais non, il n'a pas eu l'intelligence, il a été trop cupide, encore une fois, je pense, ou pas assez malin pour faire cette démarche-là. Quoi qu'il en soit, cette personne-là a eu de la chance, on continue l'histoire, et elle avait un autre projet de ce qu'elle dit. Et l'autre projet était géré par un autre développeur, cette fois-ci, pour ça. Et elle lui a demandé, écoute, bah tiens, vérifie mon autre application si tu veux jeter un coup d'œil. Et là, catastrophe, ils sont aperçus du coup de la supercherie à ce moment-là. Donc clairement, moi, à mon avis, ma position par rapport à ça, je pense que c'est un vrai problème. On va pas se mentir, c'est un vrai problème de faire des coûts aussi élevés pour du vibe coding. Je trouve ça assez honteux, assez honteux en ce moment. Ça pose plusieurs problèmes. D'un point de vue éthique, il y a même pas de débat. Il y a un gros problème. Il y a un problème au niveau de, parce que à la limite, que tu fasses du vibe coding pour une application, un petit MVP, etc., c'est très bien, ça marche très bien. Encore une fois, je le dis, foncez. C'est des outils qui vous coûteront pas cher versus un développeur, mais pour tester votre idée, c'est ce que je dis depuis le début, ce qu'on veut quand on fait des applications comme ça, des MVP basiques, classiques, c'est tester avant tout votre idée pour savoir s'il y a, si elle est bien réceptionnée, si vous avez une cible, un public qui est réactif et qui a de l'engouement. C'est uniquement ça le but de ces applications aujourd'hui, de ces outils. Ce n'est pas pour créer le nouveau Facebook, le nouveau Spotify. Pas aujourd'hui, vous pourrez pas le faire. Et si vous n'avez pas les compétences, c'est dans tous les métiers, si vous n'avez pas les compétences, il y a un moment donné où ça va foirer. Et surtout quand on parle de cybersécurité, au moment où l'IA est encore plus présente. D'ailleurs, au niveau de sécurité, je vous invite à voir la vidéo sur qui apparaîtra par là, je sais pas, on verra, sur Claude Code, donc la Chine qui est attaquée grâce à Claude Code. Vous doutez bien qu'il va y avoir de plus en plus de problèmes et que la sécurité va devenir un enjeu majeur. Aussi bien quand on part de la PME jusqu'aux grosses entreprises de 440 ou les Big Four. C'est un sujet qui va vraiment être un fil rouge et un enjeu politique, non politique, industriel et économique ultra important. Donc on ne peut pas pallier par rapport à ça, c'est trop important pour ça. Et à la limite, il aurait vendu ses services à 200 balles, 150 balles en disant bon écoute, je fais vibe coding, ton application peut faire un premier essai, etc. et tout. Voilà, juste jouer la note de la transparence. Non, ça va marcher, trop cupide, et le problème c'est qu'en gros, il y a beaucoup de personnes qui se font avoir. Mais, on va arrêter, de toute façon je pense que vous avez compris ma position par rapport à ça, elle est catégorique, c'est inacceptable, mais je pense qu'on va pouvoir du coup, j'ai des solutions. Je pense qu'on a des solutions pour vous, qui est du coup fondateur non-tech, qui souhaitait quand même développer des outils sans dépenser des fortunes à payer un mec 600 € par jour pour tester encore une fois votre application. Là, on parle pas d'un truc, ok, ça a été éprouvé, vous l'avez déjà testé, maintenant vous savez que vous avez un marché, une cible, des VC, des investisseurs, ce que vous voulez. Là, il n'y a pas de débat, vous mettez la main au portefeuille, vous prenez une équipe de mecs et vous faites développer votre projet. Même si eux développent avec l'IA et font du développement assisté par IA, ce n'est pas un problème parce que ce sont des développeurs. Ils arriveront à vous sortir du code qualitatif avec l'IA. Encore une fois, l'IA n'est pas un ennemi. C'est un atout, c'est un allié drastique dans le développement de votre SaaS et vous ne devez pas vous en passer. Donc attention, je mets nuance. Si vous avez un développeur qui fait du code assisté par IA, ce n'est pas un vibe codeur. C'est un développeur qui est assisté par l'IA. Je conduis ma voiture, je conduis
sans direction assistée, je galère pour faire mon créneau sur ma Renault 5, ou je fais mon petit créneau avec un doigt parce que j'ai la direction assistée. Il faut le voir exactement comme ça. C'est un atout, c'est un allié, ça vous permet d'aller plus vite, d'être plus productif et potentiellement, quand on est honnête, de pouvoir même réduire les coûts. C'est ce qu'on fait d'ailleurs nous chez Enjoy ça. C'est pour ça qu'en gros, on est ultra compétitif et que nos clients viennent nous voir. C'est parce qu'en ok, nous, on a l'honnêteté quoi, de dire si on fait de l'opérationnel, je développe votre produit avec vous. C'est pas un problème. Pourquoi vous êtes beaucoup moins cher que la concurrence? Parce que nous, on est honnête. Aujourd'hui, on fait du développement, on a des workflows, on a des process qui font qu'on est assisté et qu'on développe grâce à l'IA. Ça vous permet, nous, je gagne du temps. Mon premier objectif, si je gagne du temps, et l'objectif principal, c'est d'aider les fondateurs non tech ou tech à développer leurs produits SaaS, c'est que le gain que j'ai, moi, en termes de temps, je suis plus efficace, plus rapide, je peux gérer plusieurs projets, mais le bénéfice, il est direct pour le client. C'est pas pour avoir une plus grosse marge. On n'est pas une boîte du CAC 40, on n'est pas en train d'essayer d'optimiser. J'ai pas des investisseurs derrière qui me mettent la pression. Non, voilà, c'est tout. Donc c'est comme ça la vision, c'est comme ça que ça devrait être, selon moi, joué. Ne pas se brader, bien entendu, on est d'accord, qu'il y a toujours cette expertise. C'est grâce à cette expertise et cette maîtrise de l'IA qu'on arrive à proposer tout ça. Mais il doit quand même avoir, selon moi, en tout cas nous c'est notre vision, donc je m'en fous, ça vous plaît ou pas, avoir du coup un bénéfice et un gain pour le client final, et c'est ma vision en tout cas de l'IA. Maintenant, on va passer à la quatrième partie du coup qui est comment éviter votre piège pour votre SaaS. Alors on va faire ça rapidement, je vous afficherai des choses à l'écran, etc. Mais vous allez voir, c'est assez simple de démasquer les petits filous quand on a les bonnes clés et qu'on a les bons arguments. En tout cas, la prochaine fois que vous faites un rendez-vous avec un développeur qui est potentiellement un vibe codeur, vous pourrez lui poser certaines questions, avoir une approche, une vision qui est différente. Donc je vous invite à rester jusqu'au bout. On est parti. Alors, bon, la première chose, on va pas se mentir, et ça c'est un truc que je ne vois jamais, que je ne vois pas, alors que nous, chez nous, c'est mandatory, c'est obligatoire. Avec mon associé, on ne fait aucune prestation, à part si c'est du consulting comme ça, etc. Mais dès qu'on doit produire quelque chose, etc., on ne fait rien s'il n'y a pas un contrat de prestation de service. Vous devez rédiger ou le prestataire doit vous fournir un contrat de prestation de service. Si vous en avez besoin d'un, vous ne savez pas du tout comment ça marche, etc., envoyez-nous un petit message sur l'adresse mail. On pourra vous donner des templates, etc., des choses qui vous donnent des bases solides pour en rédiger un. Bien sûr, c'est totalement modulable et modulaire et il faut adapter à chaque service spécifique. Mais dans l'idée, ne faites surtout aucune prestation sans contrat de service. Ça va vous filtrer, mais vous allez voir, vous savez même pas, ça va vous filtrer. Alors, ça va vous éviter toutes les emmerdes, parce qu'on va pas se mentir, un contrat de prestation de service, ça cadre. C'est-à-dire qu'en gros, vous savez pourquoi vous payez, ce que vous attendez, les missions de la personne, si vous êtes prestataire, en fonction de quel côté vous vous situez, si vous êtes le prestataire, en gros, ce que vous devez délivrer, l'autre côté, ce que vous allez recevoir, et vous précisez tout là-dessus. Et le truc qui est cool, pour résumer, c'est que vous pouvez dire dans ce contrat de prestation de service, est-ce que, oui ou non, vous autorisez l'utilisation de l'IA pour développer tout ou en partie l'application. Vous pouvez très bien dire, en gros, je ne veux pas que mon application soit développée en faisant du vibe coding, par exemple. Ou je ne veux pas que l'IA soit utilisée pour développer mon application. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Bien entendu. Déjà, ça fera peur aux vibe codeurs. Ceux qui utilisent l'IA disent, écoute, moi je suis développeur, mais je vais mettre de l'IA, machin, etc. Mais t'inquiète pas, je suis développeur. Voilà. Ça, ok. Vous mettez ce que vous voulez dedans, mais en tout cas, pour éviter ça, vous pouvez très bien stipuler ce genre de clause. C'est tout à fait légal, vous avez tout à fait le droit, et ça va filtrer, vous allez voir. Vous allez, l'entonnoir, il va être vite fait, vous n'aurez pas de souci. Vous devez en gros vous devez préciser si le code doit être revu ou pas par un développeur senior, pardon. Les délais, j'ai noté tout ça, je vous afficherai au tableau. Les délais exacts, les livrables précis, c'est ce que je disais. Les obligations de maintenance ou pas. Est-ce que post-application et post-livraison, j'ai une obligation de maintenance? En général, moi, je vous conseille de mettre. Nous, on offre nativement 1 mois de maintenance dans chacune de nos prestations. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose dans l'opérationnel. Derrière, on délivre le SaaS. On a 1 mois qui n'est totalement pas facturé, qui est offert, où on est là pour dire, OK, si vous avez 1 mois, tu m'appelles, ouais, Timothée, on n'avait pas vu ça, mais il y a un tout petit truc qui va pas, ou il y a un petit bug. Ça peut arriver, c'est pas un problème. Faut pas avoir honte. Mais par contre, il faut assumer. Donc nous, voilà, 1 mois, vous pouvez préciser 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bon, n'abusez pas. Dans tous les cas, la personne n'est pas obligée de signer ce contrat et peut
peut se négocier, tout se négocie. Mais du coup, prévoyez ces clauses-là. Je veux un mois de maintenance post-livraison. La livraison, c'est une fois que les dossiers et les documents sont sur votre serveur, à vous, vous avez les accès, les droits, que ça tourne et que ça a été reseté, à partir de ce moment-là, que c'est en ligne, la période de maintenance commence, et là, si vous avez des retours en tant que fondateur, et que vous voulez le dire, écoute, ouais Michel, là, ça marche pas très bien, là, ce truc-là, c'est compris dans le forfait de maintenance, pas de souci, c'est cadré, et c'est stipulé dans le contrat. Ok ? Les pénalités en cas de retard ou de non-respect de la clause, vous pouvez stipuler tout ça aussi. Ce qui constitue une livraison valide selon le droit français, donc en gros, parce que des fois vous pouvez faire appel à deux personnes, etc. Mais vous cloisonnez tout, tout est rédigé là-dedans, donc croyez-moi, c'est ultra important et ce n'est pas négociable. Il y a aussi, j'avais noté, la propriété intellectuelle du code. Bien entendu, dans le contrat, si vous voulez qu'en gros le code ne vous appartient pas, si vous, en tant que développeur, vous voulez que garder la propriété, vous avez compris. Mais vous avez compris, c'est vraiment c'est un contrat qui doit être exécuté à chaque fois. Ça sécurise tout le monde. Tout le monde est serein. Vous savez où vous allez, ce que vous devez faire. Et ça apaise tout de suite les relations et les tenants aboutissants. Parce que vous savez qu'en gros, quoi qu'il arrive, monsieur le juge, c'était marqué dans le contrat. Il l'a signé. Il y a sa signature ici. On fait comment? Vous êtes tranquille. Ok, vous avez compris l'idée. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, on va reculer. Vous avez votre premier rendez-vous avec votre vibe codeur ou votre codeur. Posez des questions techniques, mais simples. Bien entendu, parce que vous n'êtes pas fondateur tech, donc je vous demande pas de comprendre le développement pour poser des questions, mais des questions toutes simples. Je les afficherai encore une fois. Exemple tout bête. Quel framework utilises-tu et pourquoi? S'il commence à bégayer, qu'il ne sait même pas quel techno il va utiliser, ou parce que machin, fuyez. C'est pas normal, parce que chaque développeur a ce qu'on appelle une stack, donc on va dire en gros une favorite ou préférée, donc c'est en gros un langage de prédilection. Peut-être qu'il va dire, moi je vais utiliser comme framework, je vais utiliser par exemple en gros Laravel 12. Ok, c'est un développeur PHP. Non, moi je suis moderne, je suis sur Next.js. Par exemple, du coup sur TypeScript, JavaScript. Donc il est censé vous savoir vos réponses sur quoi il va partir. Alors attention, petite parenthèse. Des fois, le projet, on a besoin de plus de visibilité ou d'un cahier des charges pour peut-être choisir pas forcément la stack qu'on maîtrise le plus. Parce que si je maîtrise un truc qui n'est pas adapté ou qui n'est pas adapté au projet, il se peut qu'on ait des doutes, qu'on ait besoin de plus de documents. C'est le seul cas de figure, mais dans 90% du cas, vous avez la vision. Sachant qu'en gros, la meilleure stack technique, je le rappelle, c'est celle que vous maîtrisez. Ok ? Comment ? Un truc tout simple. Comment vas-tu gérer l'authentification ? Je vais mettre un formulaire, il va se connecter, inscription, mot de passe, email, ensuite ça envoie en base de données. Non, là si vous sentez déjà qu'en gros si c'est pas serein, etc. Si vous lui posez cette question-là qui bégaye ou qui ne sait pas, fuyez, parce que l'authentification c'est la base, c'est le point d'entrée de votre application. Genre, un workflow d'authentification, c'est là où tout commence, où tout doit bien se passer, c'est ultra important. Et c'est là où en plus les données utilisateurs sensibles, email, mot de passe, j'appelle ça sensible, désolé, sont rentrés pour la première fois et du coup il doit avoir une sorte de sécurité. S'il vous dit machin, etc., non, il doit vous dire, écoutez, moi, quand notification, je vais utiliser ça, je vais utiliser peut-être, on va dire qu'il est sur Next.js, j'en sais rien, je vais utiliser BetterHost, qui est très sécurisé, vous inquiétez pas, machin, etc. et tout. Tout ça, je vais connecter une base de données Supabase, mais je fais un chiffrement en entrée et en sortie, il n'y a pas de problème, vous inquiétez. Voilà, il est censé développer, savoir au moins vous dire, ok, comment tu vas gérer ça globalement. Après, moi, typiquement, je vulgarise énormément pour mes clients qui sont fondateurs non-tech, parce que ça n'a pas l'intérêt de leur parler, effectivement, BetterHost, lui, il a entendu pas chaud. Voilà, il comprend rien, donc ça l'intéresse pas. Mais savoir l'expliquer, c'est quand même un indicateur de je maîtrise mon outil. Si la personne ne sait pas vulgariser ce qu'elle fait, c'est qu'elle-même ne maîtrise pas ce qu'elle fait, tout simplement. Pour moi, c'est ma vision en tout cas. Quelle base de données vas-tu utiliser? Donc, par exemple, une question toute bête. S'il ne sait pas, parce que c'est l'IA qui décide pour lui, est-ce que je me mets sur un petit Supabase ou est-ce qu'en gros je fais un petit MySQL classique que j'ai hébergé sur mon host privé d'OVH ou Infomaniac, s'il ne sait pas répondre à ça, déjà on a un problème. Ok, c'est des questions de base que tout développeur, même junior, sait répondre sans aucun problème, croyez-moi. Donc vous posez cette simplement question comme ça, mais pas forcément je vais poser toutes les questions d'un coup. Mais si la première est pas mal, pour attention, parce que s'il a vu ma vidéo, le codeur va peut-être dire je vais apprendre ces questions, donc du coup, vous avez compris un petit peu l'idée, mais bon, on va arrêter le vice quand même.
Bref, un vrai développeur, ça sait répondre avec précision à ce genre de questions. Le vibe coder, lui, il va partir dans des explications un peu floues, il va raconter sa vie, il va essayer de déborder, et vous n'aurez pas votre réponse à la fin. Si vous n'arrivez pas à répondre et à noter les réponses à ces questions, c'est qu'il n'a pas bien répondu, et donc du coup, ça vous donne un indicateur. Alors, c'est pas forcément que c'est mauvais, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui... Non, je peux pas défendre. Non, si tu sais pas répondre à ça, tu n'es pas développeur, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, point numéro 3, vous pouvez très bien exiger des projets qui sont accessibles en ligne. Parce que c'est vrai, c'est que les développeurs qui vont mettre un beau portfolio, ou les webcoders qui vont mettre un beau portfolio, des screenshots un petit peu flous, il n'y a pas de promesses, etc. Et tout. Non, nous on veut quoi? Justement, on veut pas des promesses, on veut pas des screenshots pris sur un truc qu'on sait pas qui. Non, montre-moi un produit que tu as développé qui est potentiellement accessible en ligne, que tu as mis pour que je puisse y accéder moi-même, regarder un petit peu. Et je connais un ami qui est développeur ou je connais un YouTuber, tiens, je vais l'envoyer pour savoir en gros si c'est pas de la merde, ça n'a pas été webcodé ou si c'est bien fait ça. Voilà, vous demandez des preuves, c'est un peu comme n'importe qui, quand vous allez chez le coiffeur par exemple. Alors vous regardez certainement les avis clients, vous avez peut-être votre coiffeur préféré. Bon, en général, moi je sais que quand je vais chez un coiffeur que je connais pas, quand je déménage ou pour n'importe quelle raison, je vais regarder, tiens, quelle coupe il a fait. J'ai mis en vitrine, c'était vachement à la mode à l'époque, ils mettaient les photos de leur création, même sur leur Instagram, les petites coupes qu'ils a fait, ouais, il a fait un beau petit dégradé, etc. Ok, c'est bon, je vais chez lui. C'est normal. Quand vous allez au restaurant, vous cherchez un bon petit restaurant, etc., vous regardez la gueule des plats. Je cherche pas, si vous voulez manger une pizza, que la pizza elle marche sur deux pattes comme ça, vous vous dites bon, bah, je ne vais pas aller ici, hein, les avis sont pas terribles, la photo donne pas envie. Non, non, je vais ailleurs. Du coup, c'est légitime d'avoir un portfolio accessible en ligne pour pouvoir montrer tout simplement son travail. Moi, ça me paraît en tout cas tout à fait légitime. Vous voulez, vous, si vous développez un SaaS, du coup, un SaaS utilisable, c'est dans le meilleur des mondes. S'il n'en a jamais fait que son premier SaaS, mais qu'il a fait d'autres applications, une application utilisable, bien entendu, avec des features qui sont testables. S'il a un repo GitHub, parce qu'en développeur, en général, ils vont avoir des repos GitHub actifs ou pas actifs, parce qu'ils font beaucoup de projets en privé, il n'y a pas de problème pour ça, mais montrer un petit repo GitHub pour voir qu'il y a des choses qui ont été faites, et que c'est pas un truc vide, ou simplement juste des templates copier-coller à droite à gauche. Et surtout, est-ce qu'il a déjà eu des clients réels? Ça, c'est un peu comme des témoignages. Vraiment, je sais pas, moi, il dit, oh oui, j'ai travaillé avec des Microsoft, qui sait, ils font beaucoup de drop naming, j'ai travaillé pour ci, pour ça, pour ça. Ah ouais? Ok. Bah, je vais aller voir, t'as fait quoi chez eux? Montre-moi. Qu'est-ce qui s'est passé chez eux? Après, je vous demande pas d'aller appeler les clients des différents prestataires, parce qu'on sait pas, parce qu'ils sont en marque blanche et tout, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais vous voyez un petit peu l'idée, il faut des preuves, tout simplement des preuves sociales de ce que vous avez fait, des preuves de votre travail, et ça, vous êtes en droit, et vous devez le demander si vous avez un doute, et même si vous n'avez pas de doute, tout simplement par curiosité intellectuelle, pour savoir avec qui vous travaillez, de savoir qu'est-ce qu'il a déjà réalisé cette personne-là. C'est totalement légitime, donc c'est quelque chose, un exercice que vous devez faire. Tiens, envoie-moi même un site, ça suffit, une réalisation, un truc, voilà, et vous regardez, etc., etc. Donc voilà. Et les avis clients, j'en ai déjà parlé, j'avais noté en 4, mais c'est déjà fait. C'est en gros un dev qui dit que ça fait 15 ans qu'il fait du SaaS. Ok, bah si t'as fait 15 ans de SaaS, par exemple, j'exagère, bah t'as dû en faire des produits quand même. Ok, t'en as bien au moins un ou deux que je peux regarder, tester, voir en vitrine, etc. Voilà. Enfin, encore une fois, il vous faut des preuves, il vous faut quelque chose. Un prestataire qui est sérieux, il a des avis qui sont nominatifs, des entreprises qui sont connues et des références qui sont solides. Aujourd'hui, moi, j'ai encore mon profil Malte qui est actif, vous allez voir, il y a tous les avis clients, ça ment pas, c'est Malte, les gens, vous voulez voir les avis, les étoiles, etc., ce que vous voulez, boum, c'est là, c'est présent, c'est réel, c'est des vrais clients, vous savez qu'ok. Et les gens, maintenant, comme ils me contactent sur Malte, j'ai encore mon profil qui traîne, qui me contactent sur Malte, bah, ils se posent pas la question de savoir est-ce que je suis un vrai dev ou pas. Il y a 15 avis clients, il y a 18 projets où j'ai tout mes projets IA, etc. et tout. Ils savent très bien qu'en gros, derrière, il n'y a pas 15 personnes qui se sont fait avoir sans découvrir le poteau rose. Donc, c'est quelque chose qui est solide. On a travaillé comme des gros groupes comme typiquement Influence for You. J'ai l'avis du PDG. Sur notre site, vous allez voir sur engineersas.com, il y a l'avis du PDG direct de la boîte qui a déposé un commentaire sur nous, sur notre collaboration. On a des choses à montrer. Au moment donné, quand ça fait des années que vous travaillez dans un domaine, vous avez forcément des avis clients. Si vous êtes nouveau, alors à ce moment-là, il faut le préciser et vous aurez votre premier avis client en ayant du coup soit dit la vérité, en proposant des services un peu moins coûteux, mais avec beaucoup d'investissement et une envie, il y aura des gens qui vont vous faire confiance, il n'y a pas de souci pour ça. En tout cas, c'était le cas pour moi quand on a commencé, on a tous commencé un jour, il n'y a pas de souci pour ça. Alors, petite parenthèse quand même, si vous avez peu de budget ou pas de budget, ça n'existe pas, mais peu de budget, vous pouvez tenter de faire du no-code, du low-code vous-même. C'est pas exclu. Encore une fois, pour tester votre produit, votre idée, votre MVP de votre SaaS, tout est faisable en no-code /low-code.
Vaut mieux avoir un Bubble.io ou un Webflow ou un Flutterflow ou ce que vous voulez, ou faire du no-code avec du vibe coding avec une application que vous maîtrisez, plutôt que d'acheter un faux service de développement, perdre votre argent, perdre votre temps et tout ce qui va avec, qu'on a déjà évoqué. Donc ça, c'est le petit conseil, vraiment, si vous n'avez pas le budget en dessous de 2000 euros, faites-le vous-même, parce que si vous avez 2000 euros à injecter pour tester une idée, vous pouvez le faire sur Lovable, sur Bolt, il n'y a pas de problème, ça fonctionne très bien. Mais encore une fois, ce résultat-là qui est sorti de Bolt et Lovable pour tester, pour faire un MVP basique, n'est pas prêt, n'est pas scalable et ne sera jamais prêt pour passer à l'échelle sans avoir vraiment passé l'épreuve d'un développeur senior, junior, médior ou d'un développeur tout simplement qui vient jeter un coup d'œil pour vérifier tout ça. Parce que derrière, c'est des enjeux, si c'est pour vous que vous le faites, beaucoup plus importants. Avoir gratté 2000, 4000 euros sur un MVP, etc., le mettre en production pour derrière soit plomber sa marque, avoir des failles de sécurité, derrière pour remonter un avis client qui dit qu'en gros c'est buggé, c'est machin, j'ai perdu l'argent, pas sérieux, et c'est fini. Vous pouvez recommencer, vous allez tout perdre. Donc vaut mieux perdre un petit peu que tout perdre, en tout cas selon moi. Après, il y en a qui peuvent jouer au poker s'ils veulent. C'est même pas les poker, c'est pile ou face plutôt. Donc voilà. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour un petit peu du coup de cette vidéo. Vous savez, vous connaissez maintenant le phénomène, donc vous savez un petit peu à quoi vous attendre en tant que fondateur non-tech. Vous avez mon avis, vous avez eu des témoignages, vous savez comment contrer ou pallier à ce genre de phénomène dans l'avenir. Donc je vous invite à tester tout ça. Dites-moi en commentaire si vous avez vous avez déjà rencontré des gens ou déjà subi ce genre d'arnaque, ça m'intéresse beaucoup. Mais pour conclure, en tout cas, je voudrais quand même remettre tout ça, c'est que le vibe coding, c'est un phénomène qui est encore récent. Ça fait plus d'un an, 2 ans, plus d'un an qu'on en parle maintenant, mais c'est quand même récent, mais ça fait quand même beaucoup de dégâts. En tout cas, dans le domaine du SaaS, du développement, etc., ça a fait des dégâts récemment, en tout cas. Le problème, c'est pas parce que les gens apprennent à coder. Ça, c'est ok, c'est génial, et je trouve ça vraiment formidable que l'IA permette aux gens d'avoir accès à ce genre de service, ce genre d'outils. Mais si on s'y intéresse pas, qu'on creuse pas un peu, c'est juste en gros faire semblant qu'on est Picasso. Alors j'ai généré une image avec Midjourney. Non, jamais je pourrais me prétendre comme ça. Le vrai problème, c'est que les gens vendent des compétences qu'ils n'ont pas. Et ça, surtout, limite. Je suis pas mécano, mais si tu veux, je peux regarder pourquoi ta voiture a fait kik, 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 kik quand elle démarre. Mais je suis transparent. Je t'ai dit que je ne savais pas le faire, mais j'ai une petite notion, je peux regarder. Là, si la transparence, elle est là et que le client, il est OK avec ça, il sait à quoi s'attendre, il n'y a pas de souci d'éthique. Vous avez été honnête, la personne a été honnête, elle est au courant. Si elle dit oui, feu, let's go. Mais le cas échéant, c'est du mensonge par omission ou du mensonge volontaire tout simplement. Et ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Votre SaaS, il mérite bien mieux que ça, croyez-moi. Bon, maintenant vous avez compris comment vous protéger. Je vous invite encore une fois à laisser un petit commentaire sur votre position par rapport au vibe coding et au développement et surtout le sujet, encore je le rappelle la vidéo, c'est pas de taper sur les vibe codeurs mais c'est de taper sur les vibe codeurs qui vendent leurs services de développement. Je tiens quand même à être précis là-dessus pour pas que vous partiez dans tous les sens. Savoir si vous aussi vous avez été victime ou peut-être le bourreau, mais je pense que là on n'aura pas trop de personnes. Si vous avez été en gros vibe codeur qui a vendu ses services mais que ça s'est bien passé, bah, par contre je vous laisse aussi honnêtement laissez votre avis, parce que du coup, savoir qu'est-ce que vous avez dû faire, ça peut donner aussi des conseils à ceux qui veulent vendre des services de développement sans être développeur, mais pour que ça se passe bien, parce que l'IA est très forte maintenant, donc potentiellement dans un avenir proche, peut anticiper cette compétence. Ah, ça me fait mal aux dents de dire ça, je sais pas si vous l'avez fait, mais quand même, je vous invite à laisser votre commentaire et votre avis si c'est le cas. Je serais curieux de savoir comment ça s'est passé de votre côté en tant que vibe codeur, parce que je pense qu'il y a eu des cas où ça s'est bien passé, parce que là, on en rigole. Mais voilà, pour le reste, en tout cas, faites attention à vous, protégez-vous, encore une fois. Et je le rappelle, les vibe codeurs sont des vibe codeurs, les développeurs sont des développeurs. Un développeur qui vibe code, ça restera toujours un développeur. Les amis, je vous souhaite bonne continuation et bon courage dans vos projets et surtout, enjoy your SaaS. Si tu te reconnais dans l'un de ces cas, tu veux intégrer de l'IA dans ton SaaS, mais tu sais pas par où commencer et t'as pas envie de builder une feature inutile. Tu veux utiliser l'IA pour développer et scaler plus vite ton produit sans brûler 10K en dev, en outils ou en prestat freelance. T'as un SaaS en ligne, mais ça ne vend pas et tu ne sais pas d'où ça vient, mais t'as besoin de résultats. Ou tu veux vendre à des entreprises, mais t'as zéro certitude sur ta conformité RGPD ou l'AI Act, cybersécurité.
Alors clique sur le lien en description et dépose ta candidature. Si ton projet est éligible, on t'offre un diagnostic stratégique complet. On t'explique ce qui bloque et surtout comment corriger le tir. Simple, direct, sans détour. C'était Timothée, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.